Eh ça, viens ajouter. Non merci. PLF en PLS. C'est l'amour de ma vie. Un nom ingénieur. Vous me suivez toujours? En marche. En marche. Intriguant, n'est-ce pas? Il faut que ça ose tout. C'est même à ça qu'on les connaît. Femme, homme. À poil. Paul Buffet. Pulse. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Ben, qu'est-ce que c'est? Alors les joutes, c'est des discours oratoires qui permettent aux étudiants de s'entraîner à prendre la parole à l'oral. Comme c'est le premier événement de l'année ce soir, il n'y a pas d'enjeu particulier, donc on fait ça juste pour s'amuser et voilà. Chaque joueur a un sujet et répond oui ou non. Moi, j'ai rassemblé les idées qui me venaient en tête, puis j'ai essayé de les lier d'une manière ou d'une autre, avec une pointe d'humour. C'est avec tous les membres de l'association, on choisit, chacun donne ses idées, après ça plaît ou ça plaît pas, mais on essaye de faire en sorte que tout le monde soit content et de faire des sujets un peu variés, quoi. Au début, c'est plein de stress, genre déjà t'as peur de te prendre la honte, hein, totalement. Et puis en fait quand tu passes, bah ça va, c'est marrant. Et puis même rien que faire la recherche pour le discours, c'est super intéressant, ça me fait penser à la philo. Et vu que je viens de L, bah j'aime bien faire des petites recherches et tout. Alors moi j'ai commencé l'année dernière et puis ensuite j'ai fait les sélections du prix Mirabeau. J'ai eu la chance d'y aller et j'ai aussi participé au Bain d'Inter. Donc c'est pas la première fois, non, mais c'est toujours un petit peu stressant comme si c'était la première fois. Je me suis pas beaucoup préparé. J'ai écrit mon texte, je l'ai un peu retravaillé pendant l'AG ce midi, un peu à l'arrache, et je l'ai pas vraiment... Enfin, je l'ai pas essayé une seule fois vraiment en vrai. Une des seules traces laissées par François. Depuis 2013, on peut dire que le mariage est gay, en effet. En France, hommes et femmes, femmes, hommes peuvent se marier. Le mariage est gay. Il est devenu un symbole d'égalité dans l'espace le plus privé qu'est notre vie amoureuse. Alors oui, le mariage est gay enfin. On peut le célébrer hors du marais. Enfin. Mais c'est plus qu'une symbolique. C'est plus qu'un symbole politique. C'est une manière de vivre. Vous savez, le mariage est la traduction en prose du poème de l'amour. Et non, ça ne vient pas de moi, mais de Alfred Boujard. Personnellement, je ne le connaissais pas non plus, mais je connais plutôt bien le sujet. Alors, oui, le mariage est une des formes de concrétisation de l'amour. Pourquoi serait-il réputé comme pour être le plus beau jour de la vie des mariés, ça? Le mariage, ce n'est pas que dépenser 15 000 € dans une robe de mariée qu'on mettra qu'une fois, une pièce montée ou un chapiteau. Non, le mariage, c'est plus que ça. C'est l'union des âmes. La promesse d'être là quand plus rien ne va. Vous imaginez, vous, aimer tellement une personne que vous seriez prête à lui jurer de rester toujours, de la supporter pendant plus de la moitié de votre vie. Déjà que personnellement, j'ai du mal à me supporter moi-même, alors promettre ça à quelqu'un. Allô? Après, je suis ravie. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas restée dans le 19e siècle, je sais que l'évidence existe. Ouh. Bon, oui, c'est bon. Il nous arrive de nous tromper dans le choix de la personne ou d'avoir plusieurs âmes sœurs, tout simplement. Qui sommes-nous pour juger? Oui. Mais se promettre de s'aimer toute la vie devant ses proches, sa famille, ses amis, on peut dire ce qu'on veut, mais ressentir un tel sentiment pour quelqu'un, c'est magnifique. Et puis, en plus de célébrer son amour avec ses proches, le mariage n'est-il pas une soirée pleine de beuveries où le champagne coule à flot? Un week-end d'un thé entre potes? Enfin, avec la famille, je suis d'accord. Mais bon. C'est un moment où nos amis ressortent tous les dossiers parce que, disons, année après année, ils collectent toutes les photos des soirées où on n'a pas très bien bu l'alcool, hein. Tous nos ex, toutes nos hontes, tout ça pour finir dans un diapo le jour J pour bien nous ridiculiser devant la belle famille. Et ben. Donc un mariage, c'est gay. Peut-être pas pour nous à ce moment-là, mais pour les invités, ça l'est. Mais bon, on pardonnerait même à l'oncle Dédé qui va mettre du Patrick Sébastien, vous pouvez en être sûr, hein, parce que les sardines au fond de cette boîte là, et puis les tournes des serviettes, oui, on les connaît. Parce que c'est sympa, je sais, pour faire la nouba. Bon, pour être plus sérieuse et romantique, je vais reprendre un mythe de notre cher Platon. Pour lui, l'homme, au tout début du monde, était une bête à 4 jambes, 4 bras et 2 têtes.
Dieu, enfin Jupiter, et je ne parle pas de Macron, décida un jour, agacé par cette perfection, de les séparer en deux. C'est comme ça que les êtres humains se retrouvèrent errants, désespérément, à la recherche de leur moitié, de leur âme sœur. C'est beau. Quand on passe sa vie à chercher cette âme sœur, quand on la trouve enfin, quoi de mieux que d'organiser une grande soirée pour fêter ça? Voilà à quoi sert le mariage. Ben oui, ce n'est pas moi qui dis, c'est Platon. Et puis, si on prend cette phrase dans un terme plus général, non, le mariage en soi n'est pas le tombeau de la confiance et de l'amour, comme aurait pu nous dire Olympe de Gouges. Le mariage nous représente, il est ce qu'on fait de lui. Si on se laisse happer dans une routine, jusqu'à ne plus faire attention à l'autre, c'est de notre faute à nous, pas d'un vulgaire coup de papier ou d'une institution que mon adversaire va trouver quelconque ou ridicule. Non, le mariage c'est un engagement sur le long terme. Bien sûr, nous eûmes des orages, comme dirait Jacques Brel, mais c'est une promesse. Le mariage est gai car malgré les disputes, on reste. Quand on prend la signification jusqu'à ce que la mort nous sépare, on est là malgré tout et on se bat pour la personne qu'on aime. Si elle ne quitte pas, je la quitte pas, dirait Dieu. Le mariage n'est pas facile, mais il est gai, parce qu'il représente l'espoir, le travail et la vie. Et pas le travail qualitatif. La vie, c'est des montées et des descentes, des bons comme des mauvais moments. Le mariage vous rajoute seulement un partenaire avec qui surmonter sa vie. Et c'est gai, c'est plus gai, joyeux, fabuleux, merveilleux de partager ça avec quelqu'un, non? Voilà. Il y a un mois, invité par une obscure cousine, je me suis retrouvé au milieu d'un mariage de cette cousine que j'avais vue 3 fois dans ma vie et celui qui allait devenir son mari. Et c'est au milieu de cette mièvrerie feinte que je me suis dit que non, contrairement à ce que vous racontent les comédies romantiques et les chansons, quand elles ne sont pas écrites par Booba, le mariage n'est pas gai. Mais d'abord, laissez-moi vous servir, mon cher auditoire, un petit guide de survie en jour de mariage. Tout d'abord, parlez le moins possible, et au moins de monde possible, et évitez toute personne que vous ne connaissez pas à l'avance. Dites-vous que toute personne est un ennemi potentiel. Évitez les mariés qui oscillent entre le « c'est l'amour de ma vie » qui deviendra très ironique lorsque vous rappellerez que 2 mariages sur 3 en France se finissent en divorce. Évitez votre grande tante qui va vous parler 1 heure de la dernière opération de Maurice, le voisin qui vous offrait des bonbons durs quand vous aviez 5 ans et que vous aimiez uniquement parce que c'était la seule distraction que vous aviez quand papa et maman vous laissaient chez les grands-parents pour se débarrasser de vous. Vous ne pourrez jamais dire à cette vieille tante que vous en fichez de Maurice, que vous aviez même oublié sa tête ou que vous étiez persuadé qu'il était mort depuis déjà 10 ans. Évitez ensuite les tables de moins de 30 ans, celles de plus de 35, les débats politiques, les gens qui ne s'aiment pas mais qui sont malheureusement réunis à la même table, et les représentants religieux célébrant le fils qui essaieront de vous convertir après avoir remarqué que vous en étiez déjà à votre 3e verre de champagne en 10 minutes et que vous commencez à parler avec le chien. J'espère que ce guide de survie territoire hostile vous aura été utile. Alexandre Dumas a dit que les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut être 2 pour les porter, quelquefois 3. Et je pense qu'il a raison. Le mariage est une chose infiniment trop petite pour écaser tout ce que renferme l'amour. Le mariage est triste ou n'est pas. Je vous conseille bien plus que les chaînes du mariage, les chaînes de l'amour. En plus, il y a des réductions sur tous les produits SM actuellement au Dorsal Store. Foncez, conseil d'amis, ne regrettez pas. Et si vous vous mariez un jour, je vais vous dire ce que vous allez trouver. En plus d'une 3e personne dans le lit des mariés. Les mariages sont pleins de surprises. Vous trouverez donc à votre mariage un oncle qui crie « à poil !» toutes les 5 minutes, un oncle raciste qui pense que c'est le meilleur moment pour parler Aquarius et PMA dans la même phrase, des invités qui spéculent sur votre divorce futur, d'autres qui sentent papa out dans le lit des mariés, un DJ persuadé d'être à la fête du trône, quelqu'un qui confond discours de mariage et sketch de Bigard, une grand-mère qui sort des dictons pourris du type « mariage pluvieux, mariage heureux ». Alors que non, grand-mère, mariage pluvieux est égal, on ne peut pas faire le vin d'honneur dans le jardin du château, qu'on a pourtant loué une fortune. Et enfin, un maire qui veut absolument vous installer dans sa petite commune en vous promettant une super école et plein d'investissements pour une ville jeune, alors que tout le monde sait que la seule économie ici, c'est le PMU de Marseille, à la droite de la poste, où on peut faire tourner l'auto et acheter tes clopes. Alors, si un jour, quelqu'un vient me demander Béa, bêtement heureux d'un futur mariage dont il n'a pas perçu toutes les horreurs, pourquoi je ne suis pas marié, je lui répondrai, sans chercher à le ménager, ceci.
Payer 5000 balles, préparer une soirée où seuls les invités s'amusent, passer 6 mois à tout préparer pour passer une journée à étouffer dans un costume, non merci. Avoir une pièce montée très belle mais que vous ne pouvez toucher par peur de tacher votre robe, non merci. Inviter des amis d'enfance qui ne feront que remarquer vos kilos en trop, non merci. Prévoir un repas vegan, un repas sans gluten, un repas sans porc, un repas sans fruits à coque, un repas sans sauce alcoolisée, sans œufs, sans aliments venus par bateau et que les enfants aimeront quand même, non merci. Hésitez entre église, mairie, temple, mosquée ou synagogue parce que votre choix est très important pour Tati Daniel, non merci. Découvrir toute votre belle famille dont jamais vous ne retiendrez les noms, non merci. Mais aimer, baiser, vivre à 2, 3, 4 ou plus, voyager et être heureux, sans jamais se demander si cette union peut être approuvée par l'État, la famille ou les amis, voilà la vie que l'on doit mener selon moi quand on aime. Si vous aimez, faites-le pour vous, pour votre union, pour votre amour. Ni les dieux ni les États n'ont à approuver l'amour, car l'amour est plus fort que cela. Si vous aimez, aimez. Si vous aimez, il n'y a pas besoin de dire oui, car l'amour est plus fort que les mots. Et si vous m'aimez surtout, ne me demandez jamais en mariage. Et si je peux finir avec le sujet que j'ai soigneusement évité jusque-là, mais dans lequel ma contradictrice s'est jetée tête baissée dès le début de sa joute, le mariage, c'est pas pour les pédés. Cher public, cher chapitre, cher contradicteur mais avant tout ami pour l'instant, homme estimable et inestimable voisin de Normandie, camarade de covoiturage quand il ne prend pas des bus remplis de migrants, et surtout, ennemi numéro 1 du comité antisexiste, j'en suis moi-même l'ennemi numéro 2, donc je sais de quoi je parle. Bonsoir. On ne présente plus Nathan, le Playmobil de la joute. Fixé à son pupitre, on croirait que c'est lui le pupitre. Un pantin désarticulé, et c'est ironique puisqu'il n'articule pas. Mais Nathan Decker, c'est avant tout un homme altruiste, un humaniste. Les mauvaises langues diraient macroniste. Mais ceux qui le connaissent vraiment diraient macroniste. Un vrai citoyen du monde, de taille moyenne, ni trop haute, ni trop basse, il est donc un migrant. Et ça tombe à pic, puisqu'il s'agit de ses meilleurs amis. Il a tout donné, il a tout sacrifié pour les migrants. Son action humanitaire, faut même pas en parler, il a fait un thread sur Twitter. Donc un vrai citoyen du monde, vantant le multiculturalisme qui a quand même sauté sur l'occasion d'humilier le seul arabe de l'IEP. Mais bon, attendez. C'est David contre Goliath. En réalité, s'il est là ce soir, c'est pas pour défendre fièrement une position avec laquelle il est intimement d'accord, non? Pour ceux qui étaient là l'année dernière, il va nous faire une Benoît Hamon. Il y a un sujet à traiter, il n'en aura rien à faire, il va raconter sa vie, tout le monde va l'applaudir. Mais soyez pas dupes, s'il est là, c'est juste pour taper un mec qui a rien demandé. S'il est là, c'est Benalla. Mais bon, enfin on vient à Molière, il serait peut-être temps. C'est n'estimer personne que d'estimer tout le monde, lance Alceste, le misanthrope, à Philinte. Si la start-up qui est le chapitre avait pris la peine de citer la réplique d'Alceste dans son intégralité plutôt que de la tronquer pour favoriser son poulain, on aurait pu voir que Molière lui-même défend bien mieux son idée que je ne pourrais jamais le faire, puisqu'il écrit sur quelques préférences une estime se fonde, et c'est n'estimer personne que d'estimer tout le monde. Estimer tout le monde, c'est n'estimer particulièrement personne. Estimer une foule, c'est mésestimer les individus qui la composent. Et un homme illustre a un jour dit qu'une telle pensée holiste était pernicieuse. De toute manière, si l'on inverse le point de vue, si on se place dans la perspective de l'individu qui reçoit l'estime, alors que vaut l'estime? L'amour provenant d'une personne qui estime ou aime tout le monde. Nathan, oserais-tu donc défendre l'idée selon laquelle, si l'être objet de ton amour portait également en son estime, avec la même ferveur, ton pire ennemi, ça ne te poserait aucun problème? Absurde, et c'est précisément une illustration de ce que je veux prouver. C'est la rareté d'une chose qui lui confère sa valeur. Comme une note à 2 chiffres d'Alexis Buxan,
de Germinal. Ça aurait pas la même saveur si ça arrivait tous les jours. L'estime n'est en rien différente. Si elle est accordée à tout le monde, elle ne vaut rien et pour personne. De toute manière, comment on appelle quelqu'un qui brade son estime, qui semble apprécier tout le monde? Non, bah non, pas Nathan Decker. Enfin, du coup, si oui, puisque la réponse était un hypocrite. Et c'est précisément une des morales de la pièce de Molière. Parce que l'individu qui se persuade d'estimer tout le monde le fait souvent de manière intéressée, pas sincère. Il le fait, il estime tout le monde pour se faire lui-même estimer par tout le monde. D'ailleurs, quand on y pense, faire ami-ami avec tout le monde, l'hypocrisie, n'est-ce pas là l'apanage de toute carrière politique? Tu voulais pas être maire, Nathan? Mais bref, Nathan, je te cède ma place, passe donc après moi. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque j'ai cru comprendre que tu étais habitué à passer après des mecs plus BG que toi. Allez, non. Sors, tu le sors. Allez, allez. En marche. En marche. Le peuple demande du sang. Pour une première fois, je pense m'en être vaillamment sorti dans cette fosse au lion. D'ailleurs, j'avais comparé cette lutte à David contre Goliath, mais est-ce que je dois vous rappeler comment ça s'était terminé? Merci. Ce n'est les personnes qui estimaient tout le monde. Magnifique contradicteur, chers colocataires, chers membres du chapitre, chers amis, public adoré, science-piste de gauche, science-piste d'extrême gauche. D'abord, ce soir, je suis très heureux de jouer avec un pupitre du BDA au vu des relations conflictuelles entre le chapitre et le BDA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord abonder dans le sens de mon contradicteur. Cher Céline du Sénat, toi le néophyte, toi le puceau de la joute, pas seulement. Ce soir, je n'ai d'autre choix que de te donner raison. Comme tu l'as réclamé et rappelé avec brio, il est vrai qu'il est impossible d'estimer tout le monde. Ou plus exactement, il est impossible d'estimer tout le monde tout le temps. Comment avoir foi en la nature humaine, au terme d'une âge de 5 heures, au regard de ceux qui bloquent, de ceux qui retournent leur veste, de ceux qui élèvent le débat à coups de surnoms et de slogans aussi brillants que Patrick le Phoque, Patrick le flic, ou encore le désormais célèbre PLF en PLS. Mais ce soir, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet, car je vous parle d'un temps que les premières années ne peuvent pas connaître. Sciences Po, en ce temps-là, manifesté de ci de là, jusque dans nos partiels. Sciences Po Rennes, ça voulait dire on est bloqué. Sciences Po Rennes, nous avions cours 15 jours sur 2. Alors que pendant de longues minutes, mon contradicteur s'est permis de faire l'éloge de Samy, des anthropies, je suis convaincu qu'il a fait le sujet par le mauvais bout, Sénat, au fond. Estimer tout le monde n'est pas aimer tout le monde avec la même intensité. Estimer tout le monde n'est pas un manque de franchise, d'honnêteté. Estimer tout le monde, c'est apprendre à trouver en l'autre cette singularité qui nous attire, cette particularité qui nous séduit, qui fait de l'autre un être aussi original qu'estimable. Mais d'évidence, estimer quelqu'un, ce n'est pas apprécier chez lui l'entièreté de ses paroles et de ses actes. Ne soyons pas crédules, ne tombons pas dans les bons sentiments. On peut apprécier quelqu'un et en même temps être son premier critique. Regardez comment Nicolas eut l'audace de quitter le gouvernement sans jamais le remettre en cause une seule seconde Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Car estimer, ce n'est pas une forme de béatitude, c'est bien autre chose. D'ailleurs, cher public, ce soir, je tenais à vous faire une confidence. Si j'admire Samy une culture qui la dégage avec sa bienveillance, sa gentillesse ou encore sa passion pour Emmanuel Kant, ce soir, cher public, je dois vous avouer un autre côté de Samy. Je me sens plus mal à l'aise lorsque Samy, après avoir annoté et relu 3 fois l'autobiographie de Jean-Marie Le Pen, décide de l'offrir à la soirée paramarraine à son filleul comme un passage de témoin idéologique. Chers amis, c'est un sophisme de voir la multiplication des relations et des amis une quelconque dilution de la sincérité. La diversité des personnes induit la diversité des passions, des horizons. Une rencontre en appelle une autre, une flamme en ravive une autre. C'est ainsi que Pierre Ninet m'a fait aimer Yves Saint Laurent, que Didier Mineur m'a fait aimer John Rawls, qu'Aya Nakamura m'a fait aimer Jaja, et enfin que Mike Smoking Bembe m'a fait aimer Baby Dream. Cher public, les plus érudités d'entre vous, ou ceux qui lisent les postes du chapitre jusqu'au bout, mais je doute qu'il y en ait beaucoup dans votre théâtre, savent déjà que le sujet du soir vient tout droit d'une tirade d'Alceste dans la scène d'ouverture du Misanthrope de Molière.
Et c'est précisément sur ce classique de la littérature que j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir, car un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Comme beaucoup de lecteurs, j'aime ce moment où, au détour d'une phrase, d'un vers ou d'une réplique, la fiction se confond avec le réel. Ce moment où la lecture du misanthrope, les vies d'Alceste et de Samy se confondent. En effet, chers amis, il y a quelque chose de très pernicieux et très semblable dans le rapport à la misanthropie chez Alceste comme chez Samy. Chez tous les deux, cette misanthropie n'est pas naturelle, mais le triste résultat d'un échec amoureux. Alors, M. Molière, n'ayant pas su séduire le cœur de Célimène, chez Samy, il semblerait que sa misanthropie soit apparue un soir de décembre dernier, où la plus belle de ses yeux refusa de son invitation pour aller amoureux au cinéma. L'histoire de Sir Smith raconte que Samy vit aujourd'hui revenu dans un endroit qu'il a appris à aimer, la friendzone. Pour conclure cette joute, je tenais à vous dire qu'au-delà des belles paroles, propice à l'éloquence, l'estime du plus grand nombre n'est pas une mince affaire. L'estime, ce n'est pas comme le travail, il suffit de traverser la rue pour la trouver. Je crois sincèrement que l'estime est avant toute chose une exigence à soi et une exigence vis-à-vis des autres. C'est à ce propos que j'aimerais clôturer cette joute par quelques vers de Philinte dans une de ses tirades en réponse à Alceste et une patronne de Molière. Mon Dieu, des mœurs du temps mettons moins en peine, faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelques douceur. Merci à vous. C'était un dimanche matin, vers 9h30 environ. J'étais seule chez moi, attablée pour mon petit déjeuner, avec une tasse encore chaude dans les mains. Et je ne percevais qu'une douce lumière qui perçait à travers les rideaux entr'ouverts. Étrange sensation qui semblait comme figer le temps pour ne laisser paraître que quelques grains de poussière en suspension. Tout était complètement immobile. On aurait pu croire à un tableau s'il n'y avait pas eu ces longues volutes de fumée mouvante qui s'échappaient de ma tasse encore fumante. Délectable sensation de calme, délectable sensation de silence. De silence. Ou du moins, en apparence. Vous le comprendrez bien vite, j'ai l'intention d'aborder le silence en tant que notion théorique et abstraite, et je ne vais pas ici essayer de démentir la phrase bien célèbre qui dit que qui ne dit mot consent, ainsi qu'auraient pu le laisser croire les récents événements du printemps dernier. Mais je n'y reviendrai pas. Donc, je disais le silence, oui, mais en apparence. Avant toute chose, je voudrais vous poser une question qui vous paraîtra peut-être un peu futile. Mais le silence, ben, qu'est-ce que c'est? Question, certes stupide s'il en est, mais de subtil à stupide, il n'y a qu'un pas, et je le franchis allègrement. Alors, selon le Larousse, le silence, c'est l'absence de bruit dans un lieu calme. Le bruit, c'est l'ensemble des phénomènes perceptibles par l'ouïe. Mais existe-t-il alors une situation dans laquelle aucun phénomène ne serait perceptible? Intriguant, n'est-ce pas, de voir à quel point une perception du monde sensible qui nous entoure peut reposer sur notre subjectivité propre et donc sur notre corps humain. Corps humain, par ailleurs, formidable machine habitée de milliards d'êtres vivants qui naissent, vivent, se reproduisent et meurent. Corps humain, qui plus est, dont les organes principaux, maîtres en la demeure, impulsent la vie au son des battements d'un cœur. Corps humain qui, vous en conviendrez, jamais ne se tient quoi. Mais avez-vous essayé de l'écouter, ce corps? Attention, hein, je ne parle pas de cette petite voix dans votre tête qui tente vainement de vous suggérer un meilleur arbitrage entre, d'une part, votre temps de travail et, d'autre part, vos soirées endiablées de Sciences Po qui vont de la semaine d'intégration au naufrage de la Manureva. Non, moi je vous parle de cette vie qui pulse à vos oreilles. Avez-vous déjà essayé de l'entendre, cette vie? Parce que, vous en conviendrez, il est une situation dans laquelle le souffle lent d'une respiration semble être un vent d'orage tonitruant qui viendrait perturber le calme ambiant.
L'homme ou la femme, dans sa plus grande solitude, ne saurait respecter ce sacro-saint silence quand tout son être lui hurle perpétuellement qu'il vit. Ainsi, l'homme ne connaît pas le silence, parce qu'il n'en a jamais fait l'expérience. Et comme pourraient aimer à le dire nos vieux professeurs de philosophie de terminale, tout pétris de Pascal et de Descartes qu'ils étaient, notre conception du silence, biaisée par une mauvaise perception, est un malentendu. Et l'homme ne peut apprécier le silence à sa juste valeur. Vous me suivez toujours? Très bien, parce que vient le moment de vous appuyer un peu plus en ajoutant que non seulement l'homme ne connaît pas le vrai silence, mais que lorsqu'il croit en saisir un avatar, cette expérience se révèle vaine lorsqu'il réalise que le silence est assourdissant. Le silence, chers spectateurs, est assourdissant car votre imagination, ne percevant rien, semblera s'emplir comme d'un écho fictif et prendra le pas sur votre raison pour vous faire croire à mille et un bruissements que vous seul pourrez entendre. Ainsi, votre silence tant chéri s'avère en réalité être un leurre qui figerait le temps et l'espace pour ne laisser paraître que quelques grains de poussière en suspension. Le silence, chers spectateurs, à défaut d'être autre chose qu'une simple conception de votre esprit, est en réalité un malentendu, mal entendu. Et je peux vous dire que le jour où je l'entendrai, moi, ce silence, eh bien, je prendrai peur. Cher jury, cher Gwenaël, chers camarades et les autres, le silence peut-il être mal entendu? Comment? Quoi? Non, non, rien. C'est juste la majorité silencieuse qui s'exprime. Sérieusement. Gwenaël, silence en premier. Je prends donc la suite. Je ne sais pas si vous êtes au courant, car ça ne coule pas de source. Courant, source. Vous n'êtes pas très attentif. Hein. J'ajoute que silence, ce ne sera point de trop pour jouter. Donc si vous le voulez bien, faisons les choses dans l'ordre. Traitons d'abord la scie et ensuite de la lance. Ça va se passer, vous allez voir. Donc si près, si près qu'on ne sait si sans son. Sans son, Véronique sans son. Mais ça n'a pas de sens, il n'y a pas de son, bref, pas de son. Mais bon, si les cils sans sourcils, s'il en faut, sont si faux que sans souci, et sans sourire, les six chats si de sitôt, les grands sushis sans sens. Vous avez compris? Moi non plus, c'est le programme de sérieusement. Oui. C'est la tyrannie de la bien-pensance. Oui, on tombe de haut, comme Mike Grant, toujours en silence au début, jusqu'à la chute. Interpellé par ce sujet, l'autre soir, je décidai de tester par l'expérience, à toute fin sociologique bien sûr, par de la pure observation participative. Je m'assis alors au bar, accoudé, et me disais qu'il serait temps d'aller lui parler. Au bout d'un moment, vous savez, il faut savoir briser la glace. Non, non, Germinal, s'il te plaît, ne déclenche pas l'alarme incendie. Briser la glace, c'est juste une métaphore. Bon, lui parler donc, même si parfois on s'exprime mieux dans une phrase sans mots que sans mots dans une phrase car ils sont vains sans sens. Je m'assieds donc si près que si près, non, ça suffit maintenant. Je prends mon courage à deux mains, car on était déjà à la veille, pour passer le murmure du son. Il faut savoir se laisser porter, histoire de rester en musique, et vais lui chuchoter à l'oreille « Buffet, SPRJC ». Ce à quoi je reçus pour seule réponse « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. » Touché mon plein cœur. Mais bon, pas même le temps de dire « Je t'aime à la folie, à l'ammoniaque », c'est la référence à PNL si vous ne l'avez pas, car finalement le silence, du moins masculin, n'est jamais mal entendu. Justement, au dernier cours d'économie, c'est-à-dire il y a un petit moment, je repensais à ceux de 2A. Vous savez, où le brouhaha de cette meute d'étudiants beuglant en amphi se retrouve stoppé par cette douce voix. Chut là, s'il vous plaît. Et que soudainement, votre voisin réagit et crie « Oui, oui, je l'entends. J'entends Sandrine le loup, le renard et la belette chanter. » Rendons à César ce qui lui appartient. C'était un petit hommage à Rodrigue Murzo, idole du chapitre S'il en est, ni oublié ni pardon. En tout cas, s'il y a du silence dans ce cloître, il ne vient pas de cette horde criarde, dégoulitante d'un corporatisme crasseux qui part au crit, détruit des bus, quand ce n'est pas l'hôtel Gabi, avec de fantomatiques robes rouges.
Malgré tout, nous avons tous à l'IEP des silenceurs d'alarme qui savent plonger dans le silence le discours formaté et nauséabond d'une ambassadrice d'Israël. Car, oui, petits démocrates, quand le silence des bombes est assourdissant de l'autre côté du mur, on ne se contente pas d'un débat entre gens de bonne tenue quand l'occasion se présente. Et à ceux qui se lèvent en amphi à grands coups de tirade contre les villes gauchistes et qui, je cite, détruisent l'institution, ils devraient savoir que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Parce qu'on est dans un IEP et qu'il faut un semblant de référence culturelle, quand même, je citerai, avec tout le sérieux qu'il se doit, une phrase de Marguerite Yourcenar, trouvée sur Wikipédia. « Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. » Vous méditerez ce soir dans le coucher. Sérieusement, comme en bon vieux temps, que les opposants politiques parlent ou se taisent à jamais, puisque silence ou pas, cette lutte serait bien triste sans chute. Moi c'est Adrien Moulec. Et moi c'est Yann Baroul. On fait tous les deux partie de l'association du chapitre et on est très content de la soirée de ce soir. L'amphi était rempli et les joueurs étaient de qualité, donc c'était une super soirée. Merci beaucoup.